Donc, je vais vous parler pendant une petite heure des recherches que je mène depuis plusieurs années, depuis presque 10 ans en fait, sur Napoléon et les bibliothèques à partir des archives d'Antoine-Alexandre Barbier, qui était le bibliothécaire du Conseil d'État, puis le bibliothécaire de Napoléon, et ensuite le bibliothécaire de Louis XVIII. Ce sont des documents qui sont conservés au département des manuscrits de la BNF où je travaille. Et j'ai aussi étudié en complément les catalogues des différentes bibliothèques de l'empereur et les dizaines de milliers de livres aux armes Napoléon qui sont conservés dans des bibliothèques patrimoniales des musées ou chez des collectionneurs privés. J'en ai eu pas mal entre les mains. Et je commence à connaître pas trop mal le sujet puisque j'ai commis un livre qui s'appelle Napoléon et les bibliothèques, livres et pouvoirs sous le Premier Empire, aux éditions du CNRS. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies. Précipitez-vous. Alors, donc je vais vous parler de Napoléon et des livres, et tout d'abord quelques mots sur le lecteur. Alors, Napoléon est un lecteur vorace depuis sa jeunesse, et on retrouve dès son enfance, dès le départ, quelques lettres à son père où il lui réclame des livres. Il a quitté la Corse, il est au collège de Brienne, et il veut des livres, il veut d'autres livres parce qu'il a déjà lu tout ce qui se trouve dans la bibliothèque de son collège. Et l'on a plusieurs témoignages de ses camarades de classe sur son appétit, son goût pour les livres. On sait, d'après par exemple les mémoires de son frère Joseph Bonaparte, que le petit Napoléon avait une malle qu'il transportait en permanence avec lui, une malle avec à l'intérieur des livres, et je cite les œuvres de Plutarque, de Platon, de Cicéron, de Cornelius Nepos, de Tite-Live, de Tacite, traduite en français, celle de Montaigne, de Montesquieu, de Raynal. Donc vous voyez, c'est quand même une bibliothèque assez complète, assez impressionnante, pour un garçon qui a encore une dizaine d'années. Donc c'est un esprit très curieux, il est imprégné de culture classique, il est fasciné aussi par les grandes figures du passé, et il a lu énormément de livres d'histoire et de géographie, ce dont témoigne également pour, on va dire, entre 15 et 20 ans, les notes de lecture qu'il prend dans sa jeunesse, dans ses toutes premières années de garnison, qui montrent qu'il a à la fois un intérêt pour le livre, un goût pour la lecture, et aussi le rêve de devenir lui-même écrivain. Mais vous savez, c'est un très mauvais écrivain, et tout ce qu'il écrit comme roman, c'est absolument affreux. Enfin, c'est mon goût personnel. Alors, quoi qu'il en soit, Bonaparte, grand lecteur, Bonaparte ne se sépare jamais de ses livres, et général, Bonaparte également, va mener ses premières campagnes avec des bagages remplis de livres. Il va emmener des livres en Italie notamment, il va également emmener des livres en Égypte, et il va emporter notamment, on a la liste grâce aux mémoires de son secrétaire Bourrienne, il va notamment emporter le Coran, les œuvres de Machiavel, de Shakespeare, de Rabelais et de Montaigne. Donc de quoi s'occuper pendant la traversée, et ensuite, vous imaginez sous la tente, dans les sables du désert, de quoi occuper ses soirées. Certains de ces ouvrages de Bonaparte emmenés en Égypte, qui sont un témoin vraiment majeur pour pour la connaissance de la relation de Napoléon et du livre, ce sont des volumes qui sont conservés ici à la bibliothèque municipale de Marseille, et ils portent tous une fameuse marque que vous voyez peut-être à l'écran, qui est la marque PB, qui est une marque que les bibliophiles connaissent bien, qui signifie Pagerie Bonaparte, puisque Pagerie, taché de la Pagerie, c'est le nom de jeune fille de Joséphine, et Bonaparte, eh bien Bonaparte. Donc c'est vraiment le couple qui s'était créé une bibliothèque en commun après son mariage, et ce sont ces ouvrages que Bonaparte a emmenés avec lui. Donc ils ont été oubliés à Marseille à son retour. La bibliothèque, donc, il y avait plusieurs centaines de volumes, a un peu souffert, on va dire, notamment du préfet des Bouches-du-Rhône, Thibaudeau, qui en a embarqué un certain nombre, semble-t-il, pour sa maison de campagne. Mais aujourd'hui, ce qu'il reste dans cette bibliothèque forme un fonds particulièrement précieux. Alors, donc, voilà, Bonaparte est allé en Italie, il avait des livres, il est allé en Égypte, il avait des livres, il rentre en France, il oublie sa bibliothèque à Marseille, c'est très embêtant, il n'a plus de livres, mais arrive le 18 Brumaire, et désormais il est le chef de l'État, il est premier consul, et il lui faut une bibliothèque digne de son rang, digne de ses nouvelles fonctions, et qui puisse répondre à la fois à son besoin de se délasser et de lire dans ses moments de détente, mais aussi à son besoin de documentation, puisqu'un chef d'État a besoin d'une documentation conséquente. Alors, Bonaparte, puis Napoléon, va avoir deux bibliothécaires à son service. Le premier va s'appeler, voilà, vous l'avez ici, Louis-Madeleine Ripaut, 1775-1823, qui est l'ancien bibliothécaire de l'Institut d'Égypte. Il est rentré d'Égypte en 1800, et en juillet 1800, il est engagé comme bibliothécaire du premier consul. Et dès cette année 1800, Bonaparte se fait installer aux Tuileries un cabinet de travail, c'est celui que vous avez ici, voilà, donc
aménagé par Percier et Fontaine, où l'on va trouver 1200 volumes. 1200 volumes, ça n'est pas énorme, mais pourquoi ce petit chiffre? C'est que tout simplement, il y a la Bibliothèque nationale qui est à 2 pas du Palais des Tuileries, rue de Richelieu, qui conserve des dizaines et des centaines de milliers d'ouvrages, et qui est ouverte au chef de l'État et à ses collaborateurs. Donc il y a une très grande bibliothèque à proximité, il n'y a pas besoin non plus d'encombrer les Tuileries, qui sont déjà bien assez pleines, entre les ministres, entre la famille du premier consul, le Conseil d'État, on est un peu à l'étroit, donc on limite les dégâts, et les livres, ce sont plutôt ceux de la bibliothèque impériale. Mais quand même, il y a un petit fonds que Napoléon a, vous le voyez, dans son bureau. Alors, certes, Bonaparte gouverne depuis les Tuileries, il y vit une partie de la semaine avec Joséphine, mais le week-end, eh bien, il va à Malmaison, évidemment. Et à Malmaison, il demande à Percier et Fontaine de lui aménager une bibliothèque au rez-de-chaussée dès juillet 1800. Donc on est aussi là, juste au moment où un bibliothécaire arrive, on est juste après aussi la bataille de Marengo, et Bonaparte se sent un peu plus sûr de lui, il sait que là, il est vraiment stabilisé, il va rester au pouvoir pour un certain temps, et vous avez cette magnifique bibliothèque que vous avez peut-être déjà visitée, qui existe toujours, avec des plafonds voûtés ornés de peintures réalisées par le peintre Louis Laffitte, avec différents sujets. Il y a Apollon et Minerve au centre, des figures allégoriques de la musique et de la guerre, et dans les culs-de-four, des extrémités, vous avez des fleurs, des oiseaux, enfin ça fait très Pompéi, et enfin vous avez dans des médaillons des portraits des auteurs favoris du premier consul. On retrouve Polybe, Xénophon, Cicéron, Hérodote, Montesquieu, Montaigne, Racine, Dante même. Donc là aussi, vous voyez des lectures assez variées. Et c'est un véritable programme iconographique sur ce plafond qui évoque un dirigeant qui est éclairé par la connaissance des belles lettres et de l'histoire. C'est un peu l'idée, montrer la sagesse de Bonaparte malgré son jeune âge. Il a beaucoup lu et il est devenu de cette façon très sage. Et tous les cabinets bibliothèques de Napoléon, dans toutes ses résidences, dans tous ces endroits où il va travailler, où il va rester enfermé des heures et des heures chaque jour pour gouverner, ça va être des lieux avec des livres et avec toute une symbolique, tout un discours sur le pouvoir, un discours que tous les visiteurs vont comprendre et que l'iconographie va ensuite saisir. Vous avez un autre discours parlant, par exemple, ici, à la bibliothèque du château de Saint-Cloud, où Bonaparte s'installe à partir de 1802, donc c'est un ancien château de Louis XVI et de Marie-Antoinette qui est restauré, et Percier et Fontaine, donc les deux architectes de Bonaparte, aménagent au premier étage une bibliothèque un peu plus grande, 6000 volumes. La Bibliothèque nationale est un peu plus loin, donc il faut avoir plus de livres sous la main. Et vous avez un décor avec des bustes des grands hommes de l'Antiquité qui décorent le cabinet de travail. Et vous avez tous les grands conquérants, d'Alexandre jusqu'à César. Et ensuite, vous avez César, Alexandre. Et en général, le premier consul vient se placer juste à l'extrémité. Comme quoi, vous avez les bustes de tous les grands hommes de l'Antiquité. Et le grand homme suivant, c'est lui. Donc c'est quelque chose d'assez parlant qui frappe à certains diplomates, notamment, qui viennent visiter cet endroit. Et vous avez aussi des ouvrages assez précieux qui ont été prélevés dans ce qu'on appelle les dépôts littéraires, c'est-à-dire les entrepôts où s'entassent les millions de volumes qui ont été confisqués ou aux établissements ecclésiastiques nationalisés en 1789, ou aux émigrés dont les biens ont été confisqués, ou aux condamnés qui ont été guillotinés sous la Révolution. Donc là, vous avez, ne serait-ce que dans Paris, des millions de livres de toutes ces grandes bibliothèques aristocratiques, et on peut se servir, enfin les bibliothécaires qui travaillent pour l'État peuvent se servir librement. Et c'est là que l'on va retrouver les livres que Bonaparte va avoir, notamment aux Tuileries, à Saint-Cloud et à Malmaison. Vous avez des listes qui existent à la bibliothèque de l'Arsenal, où sont conservées les archives de ces dépôts littéraires, et l'on voit ces listes de livres envoyés dans les palais, et l'on voit un peu le goût de Napoléon pour les ouvrages militaires. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais vous voyez le premier titre, Bélidor, le bombardier français, ensuite Dictionnaire portatif de l'ingénieur, puis ensuite Lachenet des Bois, dictionnaire militaire portatif. Donc c'est vraiment quelque chose de très militaire. C'est aussi des lectures que Bonaparte forcément veut avoir sous la main parce que ça l'intéresse pour réformer l'armée, pour prévoir des plans de campagne. Donc vous avez comme ça, on va dire, sous le consulat, 3 grandes bibliothèques qui sont installées pour le premier consul, aux Tuileries, à Malmaison, puis à Saint-Cloud. Ensuite vient le temps de l'Empire, et avec le temps de l'Empire, eh bien, le nombre de palais à disposition de Napoléon explose. Il va en avoir un certain nombre, et dans chaque palais, il va y avoir à nouveau une bibliothèque. Et Ripaud, le bibliothécaire de celui qui est devenu Napoléon Ier, Ripaud va aménager une bibliothèque au château de Rambouillet, puis au château de Fontainebleau, au château de Laeken en Belgique, qui est un palais impérial à l'époque. C'est un travail qui va mener à bien au cours des années 1805-1806. Vous avez ici
la bibliothèque particulière de Napoléon à Fontainebleau à l'écran. Donc c'est un travail quand même assez lourd pour Ripaut, et Ripaut n'est plus très épanoui. Il trouve que Napoléon le sollicite un peu trop. Semble-t-il que Napoléon le sollicite aussi pour des tâches un peu ingrates de secrétariat, donc qui ne lui plaisent pas vraiment. Et Ripaut aménage toutes ses bibliothèques pour Napoléon. Et puis ensuite, il sombre dans une dépression terrible. Bon, c'est pas le premier bibliothécaire à être dépressif, hein, je vous rassure. C'est sans doute pas le dernier non plus. Mais quoi qu'il en soit, c'est assez grave puisque Napoléon l'a peut-être un peu malmené. Il va se laisser mourir de faim quelques années plus tard. Bon, voilà. Oui, Napoléon ménageait pas son entourage. Alors, Napoléon n'a plus de bibliothécaire et il doit bien en trouver un autre, et il nomme Antoine-Alexandre Barbier, dont je vous parlais tout à l'heure. Barbier qui est connu pour 2 ouvrages, 2 sommes. La première, c'est le Dictionnaire des anonymes, qui est un livre qui identifie des ouvrages anonymes, paru en 1806. Et comme il est bibliothécaire du Conseil d'État, il a également publié en 1803 un remarquable catalogue de la bibliothèque du Conseil d'État, qui est une bibliothèque de 30 000 volumes, qui a servi de références juridiques et bibliographiques pour les rédacteurs du Code civil. Donc c'est vraiment une bibliothèque très fournie. Donc c'est un bibliothécaire à la pointe à l'époque, extrêmement célèbre. Donc c'est tout à fait ce qu'il faut comme bibliothécaire de l'empereur, et il va prendre un peu cette administration en main. Alors je vais vous passer les détails administratifs, vous allez crier grâce, mais pour résumer, l'administration des bibliothèques particulières de l'empereur dépend du grand chambellan. Le grand chambellan, c'est Talleyrand, puis ensuite le comte de Montesquieu après 1809. Et le grand chambellan a sous sa coupe donc tout ce qui relève des théâtres, par exemple, la garde-robe de l'empereur, et également le cabinet de l'empereur, donc les secrétaires, huissiers, archivistes, traducteurs et bibliothécaires au service de l'empereur. Donc tout ce qui permet à Napoléon de gouverner. Vous voyez, vous avez un budget alloué au service des bibliothèques qui est pas énorme, mais qui est quand même assez confortable, sachant qu'un livre coûte entre 1 franc et 1 franc 50, 6 francs si c'est vraiment un très beau livre avec une très belle reliure très très précieuse et très rare, mais on est dans ces eaux-là. Donc ça permet quand même d'acheter pas mal de livres chaque année. Donc vous avez ce budget, et Barbier, donc le nouveau bibliothécaire, va collaborer avec les différents employés du cabinet de l'empereur, notamment les traducteurs et aussi le cabinet topographique, donc qui fournit à Napoléon des cartes pour planifier ses campagnes, et enfin le baron Fin, le secrétaire archiviste de Napoléon. Donc tout ça forme un petit écosystème avec différents serviteurs de l'empereur, tous très dévoués, qui lui fournissent continuellement des documents, et donc Barbier ne va pas être ménagé pendant ces années au service de Napoléon. Alors tout d'abord, le premier travail, c'est le transfert de la bibliothèque du Conseil d'État, donc 30 000 volumes comme je vous disais. C'est Barbier qui l'a constituée, il la connaît très bien, mais comme le Code civil est achevée, elle ne sert plus à grand-chose, donc Napoléon décide de la transférer au château de Fontainebleau, où il veut créer une grande bibliothèque destinée à ses courtisans qui vont régulièrement séjourner à Fontainebleau. Il y a toujours des grands séjours de la cour à l'automne, et surtout le gouvernement suit l'empereur où qu'il aille, et quand la cour séjourne 3 mois à Fontainebleau, eh bien, on a besoin toujours de références bibliographiques, de livres, et tous les hauts fonctionnaires, tous les ministres peuvent aller se servir dans cette grande bibliothèque. Donc elle est installée dans la chapelle Saint-Saturnin en 1807. Donc c'est le premier grand travail de Barbier, et tous les livres ensuite vont être à nouveau recatalogués par Barbier. Vous avez le catalogue de la grande bibliothèque de Fontainebleau qui est conservé aux Archives nationales, qui est très curieux puisqu'il est mi-imprimé, mi-manuscrit. C'est un objet assez amusant pour un bibliothécaire, puisqu'il a mis des corrections à la main. Quand il achetait un livre, eh bien, comme le catalogue était imprimé, il était tout beau, mais il ne pouvait pas en réimprimer un autre, ça aurait coûté trop cher, eh bien, il avait mis des pages blanches et il mettait les nouveaux volumes nouvellement achetés sur la page blanche. Donc vous avez ce catalogue, et on voit que c'est une bibliothèque qui est vraiment très conséquente et qui va continuer à être enrichie pour l'empereur durant des années. Alors ensuite, il y a d'autres bibliothèques, particulièrement la bibliothèque des Tuileries, que Barbier va intégralement recataloguer avec un nouveau catalogue qui est conservé ici à la BNF. Donc là aussi, c'est barré dès qu'on achète un nouvel exemplaire, c'est mis à jour, parfois c'est un petit peu corrigé. Vous avez également à Rambouillet, Barbier va rajouter 3000 volumes en 1807 pour l'usage de l'empereur, alors que Napoléon y passe à peu près 2 semaines par an. Et pareil, à Trianon, où Napoléon séjourne en général 15 jours au mois de juillet ou au mois d'août, pareil, 3000 volumes qui vont être placés en 1810. Donc c'est vraiment plusieurs bibliothèques, comme on dit, une constellation de bibliothèques
qui se constitue autour de Napoléon. Et enfin, Barbier est aussi un bibliothécaire très attentif aux moindres désirs de l'empereur. Et on a les lettres des secrétaires de Napoléon, qui sont les barons Fin et Menneval, que vous connaissez peut-être. Et l'on peut savoir, grâce aux lettres qu'ils expédient régulièrement à Barbier, quels sont les livres que Napoléon apprécie, ceux qu'il veut avoir en permanence avec lui, et ceux qu'il réclame parce qu'il en a besoin pour tel ou tel objet de curiosité ou tel objet de travail. Alors on sait qu'il réclame très régulièrement des traités de stratégie, des auteurs classiques, donc Polybe, Tite-Live, Plutarque ou Suétone, des biographies ou des mémoires de grands capitaines comme le maréchal de Villars, Turenne, Frédéric II de Prusse, des grandes études sur l'histoire de France qui sont complètement oubliées aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient vraiment des références, comme celle de l'abbé Velly ou du président Hénault. Donc c'est vraiment les livres que Napoléon veut avoir partout sous la main. Alors, Menneval, qui a laissé des mémoires, je vous ai mis les 1001 nuits parce que cela fait aussi curieusement partie des livres que Napoléon veut avoir sous la main en permanence. Apparemment, il aimait les contes. Donc, le secrétaire Menneval raconte dans ses mémoires que Napoléon parcourait les tablettes de sa bibliothèque, disait un mot d'éloge ou de blâme sur les auteurs et s'arrêtait de préférence aux tragédies de Corneille, à Zaïre, à la mort de César, au Brutus de Corneille. Il lisait à haute voix des tirades de ces tragédies, puis il fermait le livre et se promenait en déclamant des vers. Donc, vous voyez, passionné par le théâtre. Et on sait qu'il aime le théâtre classique, les grands auteurs de l'Antiquité, les grands auteurs français, Échille, Euripide, Racine, Voltaire, Corneille, Crébillon, Renoir, donc vraiment un passionné de théâtre, ça on le sait. Et parmi les romans, eh bien, on sait qu'il apprécie particulièrement Don Quichotte. Le premier livre qu'il avait acheté enfant, c'était un exemplaire de Don Quichotte, semble-t-il, Gil Blas de Santillane également, ou Robinson Crusoe, les poésies galliques d'Ossian. Vous connaissez peut-être Ossian, qui est un faux barde écossais du IIIe siècle. En réalité, ça a été écrit par un poète écossais du XVIIIe siècle qui s'appelait Macpherson, et ce sont des poèmes un peu à la Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Et Napoléon en a été absolument un grand admirateur, un inconditionnel durant toute sa vie. Autrement, il lisait les œuvres de Germaine de Staël, les romans de Madame Cotin, donc Les Mille et une nuits naturellement, l'Heptaméron également, ou les poésies de l'abbé Delille, qu'on a complètement oublié, mais qui à l'époque étaient extrêmement célèbres. Donc tout ça vous donne une idée de ce que Napoléon lisait pour se détendre et des livres que le bibliothécaire fournissait à l'empereur. Barbier est aussi le bibliothécaire de l'impératrice, Joséphine d'abord, puis Marie-Louise, et les deux sont de grandes bibliophiles, on ne le sait pas toujours, mais à sa mort, Joséphine possédait 13 000 volumes, ce qui est pas mal, dont de très beaux recueils de partitions, des ouvrages dédiés à la botanique, évidemment. Marie-Louise, elle, avait reçu une très belle bibliothèque en cadeau de mariage, avec ses reliures où l'on voit accoler les armoiries de l'Empire français et de l'Empire d'Autriche, donc tout un symbole, en plus des reliures en maroquin extrêmement onéreuses, et elle a continué à collectionner des livres, Marie-Louise, jusqu'à sa mort en 1847, avec une bibliothèque de 20 000 volumes, qui se trouve aujourd'hui en partie à Parme, en partie dans différents musées, mais en tout cas, là aussi, c'est une collection très célèbre chez les bibliophiles. Donc on voit deux impératrices assez intéressées par les livres et la lecture, et enfin, Barbier est aussi le bibliothécaire du Petit Roi de Rome, qui n'a pas beaucoup de livres, mais il lui achète quand même quelques livres pour enfants illustrés, avec ses armoiries dessus, c'est les armoiries donc, de l'héritier de l'Empire. Enfin, donc le bibliothécaire fournit ses livres favoris à l'empereur et à la famille impériale. Il ne fait pas que ça, il a aussi un autre travail qui est de faire le lien entre l'empereur et le monde des belles lettres, c'est-à-dire de présenter à l'empereur les nouveaux ouvrages offerts par des écrivains, ainsi que leurs demandes de pension ou de financement. En 1810, par exemple, paraît une nouvelle traduction d'Ossian, et Napoléon reçoit ce très bel exemplaire qui est conservé à la BNF, qui a appartenu à Napoléon III ensuite, et qui a une très belle reliure en maroquin couleur citron, avec à l'intérieur un dessin à la plume d'Isabelle. Donc c'est vraiment un présent de luxe pour l'empereur, parce que bien, le traducteur d'Ossian espère recevoir peut-être la Légion d'honneur ou une pension. C'est toujours la même chose avec les écrivains, ils n'ont jamais un rond et ils cherchent toujours à trouver quelqu'un pour leur donner de l'argent. Donc on a aussi quelques traces dans les archives des critiques que Barbier rédige sur des ouvrages offerts à l'empereur, puisque il a un livre qu'un auteur veut offrir à l'empereur. Napoléon est peut-être prêt à donner de l'argent ou une décoration ou lui donner un poste dans l'administration à cet écrivain, mais il faut que le livre soit intéressant, qu'il soit valable, et le bibliothécaire de l'empereur est donc aussi un critique littéraire. D'ailleurs, Barbier est un très grand critique de son époque, et il rédige, vous voyez ici, des critiques à destination de l'empereur. Ici, c'est une notice sur le premier volume de la géographie de Strabon traduite en français. Donc, c'est un peu
C'est un peu patte de mouche, il y a plein de ratures, mais il faut imaginer le bibliothécaire qui, toutes les semaines, est convoqué devant l'empereur, lui présente les livres et il lui déclame, il lui explique de quoi parle le livre et il lui présente ça à l'oral. Napoléon, évidemment, ne lit pas ça. Vous avez donc différentes notices de ce type. Donc ici, pour la géographie de Strabon, vous en avez ici, par exemple, sur un voyage dans l'Indostan paru en 1807 chez l'éditeur Lenormand, où l'on voit que Barbier va insister sur l'itinéraire particulier de l'auteur du livre, qui s'appelle Jean-Charles Perrin, qui est un ancien missionnaire qui a beaucoup voyagé en Orient, donc quelqu'un même que l'empereur pourrait accepter de rencontrer parce qu'il aurait des choses à discuter avec lui ou des choses à raconter. Vous avez un autre exemple, par exemple ici, un poète prometteur qui s'appelle Alexandre Soumet, qui publie un dithyrambe aux conquérants de la paix, donc un poème à la gloire de Napoléon, et Barbier mène une petite enquête sur lui pour savoir est-ce que c'est un jeune homme convenable, fréquentable, est-ce qu'il a du talent et qu'est-ce qu'il voudrait faire éventuellement. Et ce jeune poète aimerait bien une place dans l'administration pour pouvoir ne rien faire toute la journée, écrire tranquille. Et évidemment, Napoléon va la lui donner. Il va lui donner une place d'auditeur au Conseil d'État. Donc vous voyez, ça permet aussi, c'est une forme de protection, parce qu'il a une sinécure de l'administration et il va pouvoir écrire tranquille. Vous avez des auteurs parfois un peu plus courtisans, par exemple ici, une affaire au sujet d'un auteur qui s'appelle Paganel qui écrit un essai historique et critique sur la Révolution française. Et l'auteur n'a pas de chance parce qu'il offre un exemplaire de tête à Napoléon et Napoléon déteste son livre et le fait immédiatement interdire. Donc il y a toute une affaire parce que l'auteur est complètement paniqué, il demande au bibliothécaire de l'empereur d'intervenir, mais le livre ne paraîtra que sous Louis XVIII. Donc pas de chance pour lui, mais ça montre aussi que le bibliothécaire est là pour superviser un peu le travail que font les censeurs de la librairie, puisqu'il y a une censure, une surveillance des livres qui paraissent très fortes sous l'Empire. Et on va dire, ultimement, le bibliothécaire est là aussi pour permettre à Napoléon de lui aussi surveiller la production intellectuelle à l'époque. Donc c'est vraiment un rôle tout à fait central. Enfin, vous avez des auteurs qui sont un peu plus courtisans. Par exemple, ici, vous allez avoir... oui, vous avez par exemple Bertrand de Molleville, qui est un autre auteur, qui écrit une histoire de la Révolution française qu'il offre à Napoléon. Et pourquoi ? Parce qu'il veut récupérer des terres qui lui ont été confisquées avant son départ en émigration. Ça, c'est un exemple. Vous avez également Guinguené, qui va présenter un livre à Napoléon, qui est une histoire littéraire de l'Italie, avec une dédicace où il dit à l'empereur... ça se lit très bien sur le livre, c'est un livre écrit pour vous faire plaisir où je dénonce les ambitions politiques de la papauté à travers les siècles sur l'Italie. On est juste après que Napoléon ait fait emprisonner le pape, donc c'est pas trop mal, c'est tout à fait bien choisi. Enfin, dédicace, c'est ce que vous avez à l'écran. Donc c'est un remerciement, donc ici Merlin de Douai qui est fait comte par Napoléon et il lui offre cette très belle reliure avec des palmettes vraiment très style empire. Il offre ça en remerciement pour son titre de comte à l'empereur. Donc voilà, ici vous aviez Bertrand de Molleville, et ici vous avez par exemple Viennet, qui est un officier d'artillerie, qui est aussi un jeune poète prometteur de l'époque, qui rêve d'avoir une promotion dans la garde impériale, qui offre son recueil d'épîtres à l'empereur en 1813 et pas de chance. Il y a le livre et il y a la lettre où il demande à l'empereur d'avoir une promotion dans la garde impériale et Barbier, on a le témoignage, Barbier présente le livre à l'empereur mais il oublie la lettre et il n'aura jamais sa promotion. Donc pas de chance là aussi. Vous avez d'autres auteurs, ici François de Neufchâteau qui est un ancien directeur, qui est un ancien ministre également, qui est président du Sénat au début de l'Empire et en 1805, au moment où Napoléon déclare la guerre à l'Autriche, eh bien François de Neufchâteau se met à rédiger une histoire de l'occupation de la Bavière par les Autrichiens en 1778 et 1779 qui est une sorte de livre-charge contre l'Autriche qui a toujours eu des ambitions hégémoniques sur l'Allemagne. Évidemment, c'est une forme de courtisanerie et il a envie de redevenir ministre parce que visiblement président du Sénat, ça ne lui suffit pas. Donc c'est assez intéressant de voir, Napoléon lit ce genre de livre et il enregistre aussi quelles sont les candidatures, mais François de Neufchâteau va essayer à plusieurs reprises d'attirer l'attention de l'empereur avec des publications, mais il ne redeviendra jamais ministre. Enfin, dernier exemple ici, Renoir de Sainte-Croix. Il a fait une traduction code pénal chinois, donc un livre sur la législation chinoise, traduite en français, et il présente une supplique à l'empereur en plus du livre, parce qu'il aimerait être chargé d'une mission diplomatique en Chine pour contrer l'influence anglaise, donc aller rencontrer l'empereur de Chine. Et là aussi,
visiblement, Napoléon n'a pas donné suite. Il devait être mal luné ce jour-là, mais il n'y a pas eu de relation entre la France et la Chine à ce moment-là, grâce à Renoir de Sainte-Croix. Mais en tout cas, c'est une idée, donc là aussi, c'est un moyen d'accéder à l'empereur que de lui offrir un livre, et un moyen assez important que tout le monde écrit à l'époque. Il y a quand même beaucoup d'écrivains et la publication est assez dynamique. Alors, quoi qu'il en soit, donc tous ces ouvrages, donc vous voyez, Barbier reçoit des livres offerts par des écrivains, il en achète également, alors il achète de tout. Il achète des livres d'histoire, des livres de géographie, de philosophie, de morale, de droit, de théologie, des romans, des mémoires, des correspondances, des recueils de poésie, de théâtre, des livrets d'opéra, des almanachs, des récits de voyage, des itinéraires également de voyage, des manuels pratiques de bricolage, des livres pédagogiques, des brochures de circonstances sur des événements dynastiques par exemple, des journaux français étrangers, donc il achète absolument de tout. Et il a quelques libraires, Barbier, qui sont des libraires privilégiés, qui ont le privilège de fournir des ouvrages à l'empereur. Alors il y a notamment Magimel, Godefroy, Maradan, Rousseau, Solvay, Didot qui est peut-être le plus connu, ce sont les plus réputés de la capitale, et notamment donc ici vous avez Charles Pougens, qui est le libraire principal de l'empereur, notamment parce que Bonaparte lui a prêté de l'argent quand il était jeune, et il doit toujours énormément d'argent à Bonaparte, il lui doit plusieurs dizaines de milliers de francs, il continue à éponger sa dette. Et Pougens a une particularité, c'est que certes il est libraire, mais il est aussi aveugle. Donc c'est assez curieux parce qu'il fait son métier tout en étant aveugle. On voit des fois sur les documents, il ne signe pas tout à fait au bon endroit, mais il s'en sort et c'est le principal fournisseur de livres de l'empereur. Ensuite, donc, le bibliothécaire achète des livres, si l'on suit un peu le circuit du livre. Ensuite, il les fait relier. On retrouve dans les archives les factures des différents relieurs, qui vont être notamment Bisoire, Martin, Bozérian, parfois Cimier, qui est très connu, qui a été un relieur très célèbre plus tard au XIXe siècle, ou Rosa, qui fait plutôt des reliures en marocain pour Marie-Louise. Donc ce sont des livres en général qui sont très bien reliés, en veau, parfois le marocain, mais c'est plutôt pour les ouvrages de luxe. Et l'on voit vraiment ce circuit du livre qui se met en place, le livre qui passe du libraire jusqu'au relieur, puis ensuite qui est amené dans le logement du bibliothécaire, et ensuite le bibliothécaire les répartit dans les différents palais de l'empereur. Alors justement, dans la seconde partie du règne, Barbier va avoir un peu de travail parce que Napoléon lui demande d'aménager un nouveau château, une nouvelle bibliothèque à Compiègne. Alors, la bibliothèque de Compiègne, les travaux commencent en 1808 et le décor est un chef-d'œuvre de l'ébénisterie de l'époque. C'est absolument magnifique. Vous avez ça à l'écran. C'est Jacob Desmalter qui s'occupe des boiseries. C'est quelque chose de somptueux. C'est une très, très belle bibliothèque qui accueille 4000 volumes. Napoléon va y passer à peu près 3 semaines. Mais l'Empire, c'est assez court. Il y a là aussi un programme iconographique au plafond avec une peinture de Girodet représentant Minerve entre Apollon et Mercure. Donc c'est une allégorie de Napoléon comme empereur guerrier entouré des dieux des arts et du commerce. Vous avez des figures allégoriques également au plafond qui représentent la guerre, la prudence, la poésie, l'histoire, l'astronomie, l'abondance. Donc c'est quelque chose aussi, une iconographie assez chargée. Et vous avez des noms de grands hommes, là aussi, qui cohabitent avec la présence de Napoléon. Vous avez notamment Hannibal, une fois de plus, Alexandre, Homère, Virgile, mais aussi Copernic, Vasco de Gama, Corneille et Molière. Donc vous voyez un programme iconographique très chargé. Donc il y a ces livres, et enfin il y a ces étagères, il y a ce décor, et il faut y installer des livres, et Barbier en installe 4000, et l'année suivante, donc à partir de 1809, 1810 et puis jusqu'en 1811, Barbier installe une autre bibliothèque au premier étage, destinée, comme à Fontainebleau, aux ministres et aux courtisans quand la cour vient au château de Compiègne. Et là il va y avoir à nouveau une très grande bibliothèque de 10 000 volumes supplémentaires que Barbier installe. Alors il installe cette bibliothèque, il ne l'installe pas tout seul. Voilà, je vous ai mis ici, elle a été refaite sous Napoléon III, mais vous voyez un peu à quoi ressemble l'espace. Donc c'est une bibliothèque que Barbier, à vos souhaits. C'est une bibliothèque que Barbier aménage donc à la fin de l'Empire. Il est aidé par un bibliothécaire spécial qui est installé à demeure au palais, qui s'appelle Gaspard Escuyer, qui n'est pas très connu, sauf de ceux qui s'intéressent à Fouché, puisque c'est un ami de Fouché, et qu'il fait partie des sbires de Fouché, Fouché qui trahit l'empereur assez régulièrement, on va dire, a en permanence un plan pour fuir de Paris si jamais Napoléon décide de le faire arrêter et emprisonner, et ce plan implique notamment de se cacher chez Gaspard Escuyer au château de Compiègne. Donc c'est assez ironique quand on y pense. Quoi qu'il en soit, c'est un assez bon bibliothécaire.
Et il va très bien travailler, et on a des catalogues qui témoignent un peu du travail de Gaspard Escuyer et de Barbier dans la bibliothèque de Compiègne. Et l'on sait que bien, le bibliothécaire à l'époque choisissait les livres, ensuite faisait un fichier sur des cartes à jouer, parce que le dos des cartes à jouer, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour faire des fiches de livres. Ensuite, il classe ces fiches selon un ordre thématique. En général, c'est théologie, littérature, histoire, géographie. Et ensuite, il remet les livres dans le même ordre que son fichier. Puis ensuite, il rédige un catalogue qui est remis, même présenté à l'empereur en personne. Donc on a un petit peu une idée, grâce à ces catalogues, grâce aux exemplaires un peu des livres que Napoléon veut avoir en priorité aussi pour son travail. Je vous parlais tout à l'heure de ce qu'il a pour ses loisirs. Alors en matière de travail, donc le plus important pour lui, ce sont les comptes généraux du trésor public. Il y en a un par an, avec toujours de très belles reliures là aussi, des reliures qui sont des reliures de Marocains, que le bibliothécaire commande spécialement pour les comptes du Trésor public, pour la collection complète du Moniteur universel et également pour les œuvres complètes de Voltaire dans l'édition de 1780. C'est celle que l'empereur veut, il n'en veut pas d'autre. C'est toujours pareil, c'est celle faite par Beaumarchais, si vous vous en souvenez. Donc ce sont les ouvrages que Napoléon veut avoir absolument dans toutes ses bibliothèques. Comme c'est un côté bibliothèque d'apparat qu'il faut impressionner le visiteur, il y a également les recueils du musée français, qui sont des planches gravées représentant les tableaux du Louvre, donc les tableaux de l'ancienne collection des rois de France et de ceux qui ont été saisis par les armées révolutionnaires puis impériales à l'étranger. Donc vous avez notamment les tableaux de Raphaël qui ont pu être saisis par l'armée impériale. Donc ça, c'est extrêmement important pour lui. C'est une sorte d'outil de propagande qui montre la richesse du musée Napoléon. Et enfin, dans les rayonnages, on place aussi les ouvrages que la couronne finance. Évidemment, Napoléon mécène aussi certaines publications, notamment la fameuse relation de la bataille de Marengo écrite par le maréchal Berthier, chaque exemplaire est magnifique, avec une page aquarellée par Karl Vernet, et ensuite tout un texte sur la bataille de Marengo à la gloire de Bonaparte. La description de l'Égypte, évidemment, il y en a un exemplaire dans chaque bureau, et vous avez, ça c'est plus pour faire plaisir à Joséphine, mais Napoléon finance plusieurs ouvrages d'histoire naturelle sur les perroquets, et on les retrouve aussi dans plusieurs bibliothèques. Alors vous avez aussi des livres qui lui permettent de savoir un petit peu à qui il a affaire quand il gouverne. Vous avez des livres sur toutes les dynasties européennes. Par exemple, ici, vous voyez, venant de Compiègne, une histoire de la maison d'Autriche depuis Rodolphe de Habsbourg. Donc, il sait un petit peu quel est cet empereur d'Autriche qu'il affronte, et ensuite, d'où vient et de qui descend cette archiduchesse Marie-Louise qu'il va épouser en 1810. Comme Barbier est un très grand bibliophile, un très grand aussi bibliographe, qu'il a joué un rôle très important dans la constitution des dépôts littéraires dont je vous parlais tout à l'heure sous la Révolution, il connaît très bien les livres qui ont été saisis notamment dans les bibliothèques des rois de France et des princes de la maison de Bourbon. Il sait qu'il y a des livres très prestigieux, et il en met aussi certains à disposition de l'empereur. Ici, par exemple, vous avez un ouvrage de Cassini, Voyage fait par ordre du roi en 1768 pour éprouver les montres marines, 1770, avec une reliure qui est aux armes du futur Louis XVI comme dauphin. C'est un livre qui se retrouve dans la bibliothèque de Napoléon au château de Compiègne. Comme Barbier sait qu'il faut aussi avoir des livres rares et précieux quand on est un souverain important, parce que c'est très prestigieux et ça l'est de plus en plus à l'époque. Il place également dans la bibliothèque de Napoléon des incunables, donc des livres imprimés avant le 31 décembre 1500, donc les tout premiers livres imprimés. Ce sont des livres qui sont très rares, qui sont très chers évidemment. Louis XVI collectionnait déjà les incunables, tous les bibliophiles du XVIIIe siècle en connaissaient, et Napoléon va avoir des incunables également dans son bureau, comme ici par exemple ce roman de Fierabras le géant, imprimé à Genève en 1478, qui était dans le bureau de Napoléon au château de Compiègne. Vous avez d'autres livres qui vont provenir de certaines grandes bibliothèques, même de la bibliothèque donc, de Louis XVI comme roi de France à Versailles. Vous avez également, par exemple, ici, un livre assez ancien qui est de 1555 sur l'histoire naturelle et générale des Indes, Îles et terre ferme de grand-mère Océane, traduite du castillan en François, donc un livre très ancien qui là aussi se retrouve dans la bibliothèque de Napoléon à Compiègne. Il y a beaucoup de livres sur l'Espagne au château de Compiègne. Pourquoi ? Parce que Napoléon y a fait un temps emprisonner le roi détrôné Charles IV d'Espagne. Donc il a pu faire placer quelques livres sur l'Espagne pour que le pauvre Charles IV puisse soupirer après son ancien royaume. En passant, après, Charles IV, si je me souviens bien, est venu quelque temps à Marseille. Alors ensuite, autre ouvrage par exemple, le grand ennemi de l'empereur, c'est l'Angleterre. Donc pareil, on retrouve beaucoup de livres sur l'Angleterre. Ici, vous
vous avez un très bel exemplaire qui provient de la bibliothèque de Choiseul, une chronique des rois d'Angleterre, donc un exemplaire assez intéressant et qui peut servir potentiellement à l'empereur. Et enfin, dernier point, Napoléon n'aime pas trop le pouvoir législatif, il y a 3 chambres sous l'Empire, puis au bout d'un moment il supprime la 3e qui est le tribunat, parce qu'il estime que le tribunat ne lui sert à rien à part lui créer des ennuis. Le tribunat avait une très belle bibliothèque qui était installé au Palais Royal, et Napoléon l'empare et s'empare de cette bibliothèque et la fait transférer dans ses palais, et l'on retrouve le catalogue de la bibliothèque des livres du tribunat que Barbier a utilisé pour prélever des livres pour l'empereur. Il y a aussi les lettres extrêmement déprimées du bibliothécaire du tribunat qui se retrouvaient mis au chômage. Alors, autre exemple, par exemple ici une carte générale de la monarchie française qui provient de la bibliothèque de Louis XV, sans doute à Versailles, qui ensuite est passée par la bibliothèque du Prytanée, puis ensuite à Compiègne. Aujourd'hui, elle se trouve à Paris, à la bibliothèque Mazarine. Donc, un très beau livre avec des cartes, une très belle gravure en page de titre. Donc, ça montre que Napoléon avait aussi ce goût ou cette appétence pour tout ce qui a trait à l'histoire militaire, à la cartographie, à la géographie, y compris des livres assez anciens qui peuvent toujours lui être utiles. Donc, vous voyez, les bibliothèques de Napoléon sont vraiment des outils de travail. Et ce sont... Oh, ah oui, alors là... Encore mieux. Alors là, pardon, j'allais oublier l'Évangéliaire de Charlemagne que Napoléon reçoit en cadeau de la ville de Toulouse en 1811 au moment de la naissance du roi de Rome et qu'il garde avec lui dans sa bibliothèque au château de Saint-Cloud. Aujourd'hui, il est à la BNF, mais vous imaginez quand même un livre qui a appartenu à Charlemagne, ça, Napoléon, ça lui parle. Donc ça, évidemment, il le garde. Donc il y a ce côté Napoléon bibliophile, on n'y pense pas, mais il était quand même un petit peu bibliophile. Donc en tout cas, ces bibliothèques sont des outils de travail. Et Barbier va se servir lui aussi de ces bibliothèques. Napoléon ne lit pas tous les livres, évidemment, mais ils sont là, ils peuvent servir. Et Barbier va être sollicité par l'empereur pour rédiger souvent des notes de synthèse. Pardon. Merci. Des notes de synthèse sur des sujets assez variés qui donnent à certaines décisions que Napoléon peut prendre au cours de son règne une profondeur historique qui est assez inattendue, je trouve. Par exemple, dans le cadre du conflit entre le pape Pie VII et Napoléon, Barbier va faire des recherches à la demande de l'empereur pour savoir comment se passaient les conflits entre les papes et les empereurs romains germaniques à l'époque médiévale, et savoir s'il était possible au Moyen-Âge pour un empereur romain germanique de déposer un pape. Donc ça, c'est une idée qui intéresse beaucoup Napoléon, et il demande, vous voyez, c'est la lettre qui est ici, s'il y a des exemples d'empereurs qui aient déposé des papes. Donc c'est vraiment une idée qui intéresse Napoléon. Donc il va rédiger une note qui malheureusement a été perdue à ce sujet, mais Napoléon n'a pas déposé le pape vraisemblablement, donc il a dû lui conseiller de ne pas le faire. On sait qu'après 1812, après la campagne de Russie, Barbier rédige pour Napoléon un texte sur le couronnement des héritiers au trône du vivant de leur père, puisque Napoléon a failli mourir en Russie. Il y a eu une tentative de coup d'État quand il n'était pas là, l'hiver 1812 à Paris, donc il se sent un peu moins sûr sur son trône qu'avant, et une idée qui lui vient à l'esprit, c'est de faire couronner son fils alors qu'il n'a que 3 ans, parce que 2 ans même, mais couronné, eh bien ça forcerait tous les serviteurs de l'État, tous les ministres, à lui prêter publiquement serment de fidélité. Donc il pense que c'est un moyen pour lui de repartir à la guerre en 1813, l'esprit tranquille. Donc Barbier lui fait une note à ce sujet, et en réalité, si la cérémonie n'a pas eu lieu, c'est qu'on était en période de guerre et qu'il n'y avait plus assez de chevaux pour pouvoir traîner tous les carrosses pour les dignitaires. Donc sinon, il y aurait eu un second sacre à Notre-Dame en 1813. Pareil, Barbier, en 1813, rédige pour Napoléon une note historique sur l'organisation des régences, parce que Marie-Louise devient régente en avril 1813, et Napoléon veut savoir comment ça s'était passé pour Catherine de Médicis, pour Marie de Médicis, pour Anne d'Autriche, et Barbier, lui, rédige une synthèse historique. Donc on voit, on n'a pas tous ces rapports, mais on voit que Napoléon s'intéressait quand même aux précédents de la monarchie, et même des anciennes monarchies, avant de prendre ses décisions. Enfin, donc les livres lui servent aussi de documentation. On voit qu'il y a des achats de livres assez massifs avant chaque déplacement de l'empereur. Par exemple, ici en 1803, Bonaparte, il est encore premier consul, mais il part en Belgique, et en Belgique, eh bien, il va faire acheter, avant de partir en Belgique, plusieurs livres sur l'histoire de la Belgique, des anciennes provinces du Brabant. En décembre 1805, le bibliothécaire va livrer
211 ouvrages d'histoire, de géographie, d'économie relatifs à l'histoire des Pays-Bas. On est juste avant la création du royaume de Hollande. Louis Bonaparte devient roi de Hollande, mais il s'intéresse aussi à l'histoire de ce pays pour savoir quelles sont les décisions qu'il peut y prendre et quelles sont les réformes qu'il doit y mettre en place. À l'été 1806, le bibliothécaire rassemble une série d'ouvrages sur le Portugal et sur le Brésil, parce que justement Napoléon projette d'envoyer une escadre envahir le Brésil à ce moment-là. Donc vous voyez, il se documente quand même de façon assez poussée. Et en 1806 également, il se met à réclamer des livres sur l'histoire de la Prusse et on lui rassemble toute une documentation sur l'armée prussienne, la géographie, l'administration, le fonctionnement de l'armée, les usages, les traditions, les règlements militaires. Tout l'intéresse et forcément, quelques semaines plus tard, il envahit la Prusse, mais il l'envahit, il n'est pas tout à fait en terrain conquis, mais il sait quand même à quoi s'attendre, il a bien étudié le terrain en avance. On retrouve la même chose en 1808. Barbier livre à Napoléon, au tout début de l'année 1808, de très grandes quantités de livres sur l'Espagne. Et quelques semaines plus tard, Napoléon, comme je vous l'ai dit, détrône le roi d'Espagne, puis après place son frère Joseph sur le trône d'Espagne, puis ensuite il va lui-même faire la guerre en Espagne à la fin de l'année. Et là, il a toute cette documentation pour l'aider à mieux connaître le pays. Pareil, on voit en juin 1808, Barbier lui fait parvenir, c'est de l'aide à la décision comme on dit, un exemplaire d'un livre qui s'appelle « Les mœurs des Israélites et des chrétiens ». On est quelques semaines avant la signature du décret sur les Juifs du 28 juillet. Donc il cherche à se documenter, il ne déteste ne pas être au courant. C'est un peu un obsédé de l'information, Napoléon. De même, à la veille de chaque guerre, il fait sélectionner des livres par son bibliothécaire. C'est sa bibliothèque de voyage qui est destinée au quartier général impérial. Il emmène quelques livres dans sa berline pour les lire pendant les trajets. Et on sait quels sont les livres qu'il lisait à la veille des batailles pour se changer les idées. Par exemple, Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, Le voyage de Gulliver de Jonathan Swift, Le paradis perdu de Milton, L'esprit des lois de Montesquieu, c'est moins drôle, ou la nouvelle Héloïse de Rousseau. Tout ça, ce sont des livres qu'il avait dans cette bibliothèque de voyage que vous avez ici à l'écran. Comme les livres ne lui conviennent pas toujours, même en campagne, il lui arrive de demander qu'on lui envoie des livres depuis Paris. Par exemple, 30 septembre 1812, il est au Kremlin et il envoie une lettre à son bibliothécaire pour se plaindre qu'on ne lui envoie pas assez exactement les bons ouvrages qui paraissent. Et Barbier va envoyer plusieurs livres en Russie par une estafette pour que l'empereur soit content. En pleine retraite de Russie, le 26 novembre, on a le témoignage d'un pharmacien de la Grande Armée qui marche dans la neige derrière la berline de l'empereur et il voit juste la main de l'empereur jeter un livre des Confessions de Rousseau par la fenêtre parce que visiblement il a fini de le lire et ça l'ennuie. Donc on sait que Napoléon, cette attitude un peu désinvolte avec les livres, mais on sait donc qu'il a des livres, qu'il continue à lire en campagne, même si à la fin de la retraite de Russie, au moment, ce qu'on appelle le brûlement d'Orcha, on est juste avant que Napoléon décide de rentrer à Paris, il décide de faire brûler tous ses papiers, tous ses bagages et sa bibliothèque de campagne parce qu'il a peur de tomber entre les mains des Cosaques. Donc c'est un moment de panique, il fait brûler sa bibliothèque. Donc c'est dommage, elle part en fumée, mais malgré tout, il emmène une autre bibliothèque. Le bibliothécaire lui choisit d'autres livres pour la campagne de Saxe de 1813. En revanche, Barbier n'a pas le temps de lui sélectionner à nouveau des livres pour la campagne de France de 1814, mais si vous connaissez un peu l'histoire napoléonienne, vous devez vous dire qu'il n'avait peut-être pas trop le temps de lire lors de la campagne de France de 1814, c'était un petit peu la panique. Malgré tout, Napoléon abdique le 6 avril 1814, eh bien, il se retire à Fontainebleau, mais il n'a pas de bibliothèque de voyage. Le seul moyen pour lui, s'il veut emmener des livres à l'île d'Elbe, eh bien, c'est de se servir dans la bibliothèque de Fontainebleau. Et donc il a abdiqué dans son bureau au rez-de-chaussée du château et il va sélectionner lui-même les ouvrages sur les étagères. Et on a plusieurs listes. On a également des lettres du concierge qui demande pourquoi ce monsieur Bonaparte est en train de piller la bibliothèque de Sa Majesté le roi Louis XVIII. Et malgré tout, Napoléon emmène des livres à l'île d'Elbe et on a une liste assez précise de cette première bibliothèque d'exil de Napoléon. Donc 169 titres, 695 volumes. Donc il a quand même choisi pas mal de livres. Beaucoup de classiques, des livres d'histoire, de littérature, des romans, dont notamment 67 titres de la catégorie histoire naturellement, 46 livres relevant de la catégorie des belles lettres, 20 pour la géographie, 27 pour les sciences. Et enfin, on a pas mal de classiques latins, grecs, français, quelques romans également, par exemple Le Château d'Otrante, qui est un roman gothique anglais un peu effrayant, et il insiste pour que ces livres soient mis dans les caisses en respectant leur ordre de classement. Comme ça, il n'a plus qu'à les sortir des caisses, à les reposer sur les rayonnages
Moyen-Âge à l'île d'Elbe et ils seront classés comme ils étaient classés à Fontainebleau. Alors c'est une petite bibliothèque quand même, 695 volumes, c'est pas énorme. Et une fois arrivé à l'île d'Elbe, eh bien, il va se débrouiller pour en acheter d'autres, ce qui n'est pas facile sur une île. Il va faire acheter des romans à un libraire à Livourne, c'est juste en face de l'île d'Elbe, mais apparemment, les livres ne sont pas très satisfaisants puisqu'il demande à ses grognards de les déchirer. Quand ils arrivent, ça ne lui plaît pas. Il fait acheter des livres chez un libraire d'un peu meilleure tenue à Gênes, où il envoie le fameux Cipriani, son valet espion, semble-t-il. Et donc, malgré tout, donc, les livres de l'île d'Elbe, donc ici vous en avez quelques-uns ici à l'écran. Donc, ce sont des livres que donc, Napoléon a sous la main au palais des Muligny, et on sait qu'il y en a quand même à la fin 879 titres contre donc 169 au départ. Donc vous voyez, c'est quand même une bibliothèque qui a bien augmenté, et cela forme en tout 5369 volumes contre 695 au départ. Donc une bibliothèque qui a bien grandi, qui s'est vraiment étoffée lors du séjour de Napoléon à l'île d'Elbe. On sait que Napoléon répartit sa bibliothèque. Ici, voilà, vous avez une de ces reliures qui déplaisait à Napoléon avec ce N fait par un relieur italien, et visiblement, il trouvait ça un peu cheap. D'ailleurs, semble-t-il, il n'était pas d'accord même pour payer le relieur, donc ça ne lui a pas plu. Mais en tout cas, donc, cette bibliothèque va se répartir en 3 ensembles. Déjà, un premier ensemble, les livres qui vont être destinés aux courtisans, naturellement. Quelques livres que Napoléon va emmener dans ses résidences de l'île, vu qu'il achète quelques petites maisons, il se promène, il n'y a pas que le palais des Muligny que vous avez à l'écran. Vous avez ensuite une bibliothèque de travail, naturellement, avec des références notamment juridiques, bibliothèque de chef d'État classique. Et enfin, vous avez quelques livres qui servent de bibliothèque d'apparat que Napoléon va mettre dans son bureau avec des beaux volumes, des belles reliures, de beaux exemplaires. Donc c'est un peu finalement le même fonctionnement que les bibliothèques des palais en France avant l'exil. Donc voilà, la bibliothèque de l'île d'Elbe, pour en dire quelques mots. Viennent ensuite, évidemment, les 100 jours. Enfin, là, j'anticipe un peu, pardon, c'est Sainte-Hélène, mais bon, vous m'avez compris. Donc, les 100 jours, et eh bien, les 100 jours, Barbier voit l'empereur qui revient le 20 mars 1815. Semble-t-il, il n'est pas ravi, mais il fait semblant d'être ravi de revoir l'empereur, et il reconstitue pour Napoléon une bibliothèque de campagne que Napoléon perd à Waterloo. On retrouve de temps en temps quelques livres pillés par des officiers prussiens à Waterloo dans des grandes collections allemandes qui passent en vente aux enchères, ou dans des collections anglaises de temps à autre, mais la bibliothèque a été pillée, et quelques jours plus tard, donc vous le savez, Napoléon perd à Waterloo. Il rentre à l'Élysée, il demande à Napoléon de lui préparer une dernière bibliothèque d'exil, parce que Napoléon espère partir aux États-Unis. Et donc, vous savez, bon, il y a eu un livre aussi sur la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais malgré tout, il y a cette idée d'avoir une bibliothèque pour son exil, et Napoléon a besoin de livres en permanence, donc il se retrouve à Sainte-Hélène, il n'avait certainement pas envie d'y être, mais comme il le dit à Hudson Law, j'ai besoin d'une bibliothèque équivalent à une ville de 60 000 personnes. Donc il veut une très grande bibliothèque, il n'aura jamais assez de livres, il va finalement réussir à recevoir quelques livres que le gouvernement anglais lui expédie, mais plutôt au compte-gouttes, et sa dernière bibliothèque comporte en tout 3400 volumes, dont seulement 249 amenés de France, et ces 249 volumes amenés de France ont encore l'aigle, enfin les armoiries impériales, et il y tient beaucoup, puisqu'il les fait. Ensuite, il va les léguer par son testament à son fils. Donc ce sont des livres qui sont classés et entretenus par le Mamelouk Ali, qui est très connu par les thuriféraires de la légende napoléonienne. Et on sait que Napoléon lit beaucoup parce que Napoléon s'ennuie. Et je vous lis le témoignage du docteur Anton Marquis, qui est engagé comme médecin de Napoléon et qui arrive à Sainte-Hélène en 1819. Je vous le lis. Quand il a envie de lire, il couvre son lit d'ouvrages, il les feuillette, les parcourt et les jette à mesure. Tant qu'il en tient un dans les mains, il ne souffre pas qu'on l'interrompe. Les bons glissent sur le parquet, les médiocres sont repoussés avec dédain et les mauvais collés sur la muraille. Mais ce n'est que lorsque l'empereur est au dehors ou au bain qu'il est permis d'y toucher. Donc il est assis sur son tas de livres et il grogne si on essaie de lui en prendre un. Donc il se plaint très souvent de sa bibliothèque, et durant tout son exil, ça va vraiment être quelque chose de lancinant. Relisez le mémorial de Sainte-Hélène, il se plaint constamment de ne pas avoir de livres et il parle beaucoup de littérature. Donc le catalogue de la bibliothèque de Napoléon à Sainte-Hélène existe, il est conservé à la bibliothèque municipale de Versailles, et l'on voit que là aussi, il y a 3 noyaux distincts: les livres qui sont venus de France avec Napoléon, les livres
reçus à Sainte-Hélène entre 1816 et 1820, et les suppléments qui arrivent fin 1821 et jusqu'à sa mort au 5 mai 1821, qui sont des livres qu'il n'aura pas vraiment le temps de lire. Forcément, il est déjà très malade. On trouve pas mal de livres en anglais, de nombreuses brochures politiques qui montrent que Napoléon continue à se tenir au courant de la vie politique en France. On voit également des journaux, on voit qu'il continue à lire, à recevoir la presse, même si c'était avec 6 mois ou 1 an de décalage, il continue à lire la presse française. Et on voit également que Napoléon a essayé de rassembler des volumes sur ses campagnes, puisqu'il essaye d'écrire ses mémoires, mais vous le savez, il ne réussit à rédiger que les volumes sur la campagne d'Italie, la campagne d'Égypte, et les 100 jours. Il n'arrive pas à recevoir des livres sur l'Empire. Les Anglais rechignent un petit peu à lui envoyer des livres qui parlent de Sa Majesté l'Empereur Napoléon, et il n'a que des livres qui parlent de sa jeunesse, et quelques livres sur les 100 jours, notamment des livres anglais où il se fait traiter d'usurpateur. Donc il ne termine pas ses mémoires, il manque de livres pour terminer ses mémoires, sa santé décline aussi, mais on voit curieusement dans ce catalogue à quel point il aimait les romans. On voit qu'il y a des romans fantastiques, on voit qu'il y a des contes, on voit qu'il y a quelques romans érotiques d'ailleurs aussi, quand on cherche bien. Donc c'est assez intéressant de voir un peu à quoi ressemble cette bibliothèque d'exil de Napoléon. Donc Napoléon, vous le savez, meurt à Sainte-Hélène, mais ces bibliothèques en France, les bibliothèques qui avaient été constituées pour lui par le bibliothécaire Barbier, elles continuent à exister, puisque Barbier est passé au service de Louis XVIII en 1814, et après l'intermède des 100 jours, eh bien, il est toujours en place. Il explique à Louis XVIII qu'il ne faut pas changer les reliures aux aigles avec l'aigle impérial parce que ça coûterait trop cher de faire remettre des reliures avec des fleurs de lys. Et vu l'état des finances de l'État au début de la Restauration, Louis XVIII est d'accord. Donc Louis XVIII va très régulièrement avoir sur son bureau et lire des livres avec les armoiries de l'usurpateur. Et on voit par exemple le changement de régime dans un document qui est assez intéressant que vous avez ici, qui est le registre des prêts de la bibliothèque du château de Compiègne, où tout le monde peut emprunter, les domestiques comme les courtisans. Et vous voyez une rupture très, très, très nette, puisque à la fin de l'année 1813, au début de l'année 1814, vous avez Jérôme Bonaparte qui séjourne encore au château de Compiègne avec son épouse et ses courtisans. Et vous voyez Sa Majesté Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie. Puis d'un coup, on voit une rupture, et puis on voit des livres de Monseigneur le duc d'Angoulême, Madame Royale. Enfin, c'est assez impressionnant. On voit vraiment la transition entre les deux dynasties avec ce registre d'emprunt. Donc ce sont des bibliothèques qui ne sont plus trop fréquentées, les bibliothèques des palais, puisque vous savez que Louis XVIII est assez sédentaire, il est assez gros, il ne sort pas beaucoup des Tuileries, mais malgré tout, elle continue à être alimentée, elle continue à accueillir quelques lecteurs, et notamment le personnel du château qui a le droit d'emprunter des livres. Et vous voyez que les thématiques d'achat, c'est ce que je vous ai mis à l'écran, ce sont vraiment des livres tout à fait adaptés pour les Bourbons restaurés. Beaucoup de livres sur Louis XVI, sur Marie-Antoinette, sur le Temple, sur la conciergerie. Donc il y a quand même une thématique royaliste assez forte. Donc les seules bibliothèques qui sont vraiment utilisées, c'est plutôt les Tuileries et Saint-Cloud, là où la cour et où Louis XVIII séjourne. Louis XVIII a aussi une très bonne idée, qui est de fonder une grande bibliothèque au Louvre, où Barbier va pouvoir accueillir de nombreux savants. Et la bibliothèque du Louvre va être une bibliothèque très connue au XIXe siècle, qui va avoir des collections extrêmement riches. Alors, tenez, voilà, ici vous avez un portrait qui représente donc Louis XVIII dans la bibliothèque de Napoléon aux Tuileries. Donc c'est assez amusant de voir un peu ce chassé-croisé de souverains. Et enfin, ici, vous avez un portrait de Barbier sur ses vieux jours. Donc Barbier continue à être bibliothécaire du roi Louis XVIII. Donc il travaille jusqu'en 1824, puis après il prend sa retraite et il meurt peu de temps après. Il est le fondateur d'une dynastie de bibliothécaires, puisqu'il a plusieurs fils. Son fils aîné qui s'appelle Louis, qui va être bibliothécaire de la bibliothèque du Louvre jusqu'en 1870, et un fils cadet qui s'appelle Olivier, qui va être conservateur à la Bibliothèque nationale. Donc c'est un de mes collègues, on va dire, même s'il y a quelques années d'écart entre nous. Voilà. Donc les bibliothèques de Napoléon entrent elles aussi dans la légende, puisque il y a cette curiosité, cette appétence que l'on connaît peut-être de nos jours pour les lieux où les grands de ce monde vivent, les lieux où ils travaillent. Vous avez peut-être déjà fait
la queue pendant les journées du patrimoine pour aller visiter le palais de l'Élysée, ben là c'est un peu pareil. Il y avait toujours eu une curiosité du grand public pour les lieux de vie de Napoléon, et depuis la chute de l'Empire, notamment Malmaison, qui est désertée puisque Joséphine est morte, Malmaison est devenu un haut lieu de pèlerinage bonapartiste. Vous vous souvenez peut-être dans Le Rouge et le Noir, le récit où Julien Sorel pleure en arrivant devant Malmaison parce que ça lui fait penser à Napoléon, et on a de très nombreux récits de visiteurs qui visitent notamment la bibliothèque de Napoléon, qui sont admis à ouvrir les livres, à feuilleter, à voir parfois des livres avec des annotations de la main de Napoléon. Alors, il y a ce côté un peu curiosité de découvrir un lieu figé dans le temps comme Napoléon l'a laissé. Il y a aussi malheureusement des impératifs un peu différents, c'est-à-dire que les héritiers de Joséphine, c'est-à-dire Eugène et Hortense, ils vendent le château en 1829 et ils dispersent, la bibliothèque est dispersée aux enchères. Donc vous avez le côté patrimonialisation ou transformation de la bibliothèque en musée à la mémoire de Napoléon, et tout de suite après vous avez la dispersion et les livres avec le chiffre de Napoléon et Joséphine, la fameuse marque PB ou les armes impériales, deviennent des lots extrêmement prisés des bibliophiles. On sait qu'à la vente de la bibliothèque de Malmaison, il y aura des enchérisseurs très connus. Balzac, notamment, va acheter des livres. Des Rothschild vont venir acheter des livres. Talleyrand va venir acheter des livres. Gourgaud, qui était à Sainte-Hélène avec Napoléon, va venir acheter quelques reliques. Donc il y a cette idée de reliques napoléoniennes, et de nos jours encore, vous allez chez un libraire d'anciens un peu chic, si vous êtes prêt à mettre quelques milliers d'euros, vous pouvez acheter un livre provenant de Malmaison. Il y avait tellement de livres dans ce château, vous pouvez très facilement en trouver encore de nos jours. Donc c'est quelque chose, on voit que c'est une bibliothèque qui a vraiment marqué, on va dire, la légende napoléonienne, parce que ça fournit des reliques à des milliers et des milliers d'admirateurs de l'empereur. Alors pour ce qui est des autres palais, Louis Barbier, donc le fils d'Antoine-Alexandre Barbier, continue à travailler pour Charles X, puis pour Louis-Philippe. Par exemple, il va faire entrer dans les bibliothèques des palais de la Couronne ces très beaux recueils de gravures commémorant les rencontres entre Louis-Philippe et Victoria. C'est en 1845, donc il continue à alimenter les bibliothèques. On sait que Louis-Philippe fait réaménager la bibliothèque du château de Saint-Cloud dans un style qui est plus monarchie de Juillet que Premier Empire. Vous voyez, c'est plus cosy, ça fait plus fumoir anglais. Donc un peu de réaménagement. On sait également que Louis Barbier aménage à la demande de Louis-Philippe une bibliothèque pour le musée de l'histoire de France de Versailles, et pour constituer cette bibliothèque, il récupère tous les livres sur l'histoire de France qui se trouvent dans les palais de la Couronne, à Fontainebleau, à Saint-Cloud, aux Tuileries, à Compiègne, qui sont des livres qu'en fait plus personne ne lit. Napoléon était un fou d'histoire, il adorait lire des livres sur l'histoire de France, notamment l'histoire militaire. L'entourage de Louis-Philippe, il préfère les romans, il lit plutôt Alexandre Dumas que des traités de stratégie. Donc ce sont des livres qui vont se retrouver centralisés à la bibliothèque du musée d'histoire de France de Versailles. Alors pour vous donner un ordre d'idée, les bibliothèques de la Couronne conservent 111 000 volumes en 1832, ce qui est pas mal, assez respectable, 27 000 à Fontainebleau, 11 000 à Compiègne, 9 000 à Saint-Cloud, 3 000 à Versailles, 1 431 aux Tuileries, etc., sans compter des livres appartenant à Louis-Philippe en propre qui sont dans ses résidences familiales. Donc on n'a pas les chiffres, mais on peut considérer qu'en 1848, il y avait sans doute 2 fois plus de livres, puisque les bibliothèques s'enrichissaient, il y avait des crédits assez conséquents, et on voit que le réseau des bibliothèques de palais, donc on va dire, on en est peut-être à 230 000 volumes. La bibliothèque la plus riche de France à l'époque, c'est la bibliothèque royale, donc actuellement nationale, qui ne comptait que 700 000 volumes. Donc quand même, la bibliothèque... autrement, la Mazarine conserve à l'époque, la Sainte-Geneviève conserve 200 000 volumes, la Mazarine 90 000 volumes. Donc vous voyez, la bibliothèque du roi à cette époque est quasiment la deuxième bibliothèque de France. Donc on voit un peu l'impulsion donnée par Napoléon, le dynamisme d'achat de livres et de création de bibliothèques, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Alors les bibliothèques de Napoléon continuent sous Napoléon III, qui se réinstalle dans les meubles de son oncle, et l'on voit là aussi les registres d'emprunts, notamment de la bibliothèque de Compiègne, et l'on voit que, par exemple, vous voyez ici la lecture de Sa Majesté l'Empereur, donc Napoléon III, qui emprunte à la bibliothèque la correspondance de son oncle Napoléon Ier pour en faire son livre de chevet. Donc c'est assez intéressant. Donc ce sont des bibliothèques, les bibliothèques des palais, qui continuent à fonctionner bien après l'Empire, et c'est une administration, comme toutes les administrations napoléoniennes, qui tourne comme une horloge, qui est extrêmement performante. Alors malheureusement, toutes les belles choses ont une fin.
Ici, vous avez un livre qui vient de la bibliothèque du château de Saint-Cloud. Vous voyez qu'il a un peu brûlé, comme le château de Saint-Cloud en 1870. On sait qu'on a sauvé quelques livres des flammes, mais pas beaucoup. Les Tuileries également ont brûlé. La fameuse bibliothèque du Louvre, dont je vous parlais tout à l'heure, qui conservait de très belles collections de manuscrits, de cartes, a brûlé également en même temps que les Tuileries. Donc il ne reste plus beaucoup de bibliothèques napoléoniennes de nos jours. Il y avait quelques livres qui restaient aux armes de Napoléon à Rambouillet et à Trianon, deux jolis petits châteaux, et on les a installés à l'Élysée. Ça sert de décor pour les photos des présidents de la République de nos jours. Regardez celle pour De Gaulle, par exemple, ou pour Sarkozy. Vous avez des livres, ce sont ces livres-là. Autrement, par contre, vous avez quand même la bibliothèque du château de Compiègne, donc, que Napoléon a constituée à la fin de son règne, continue à fonctionner comme bibliothèque municipale jusqu'en 1892. Et vous avez un conservateur qui est à demeure, on va dire, et qui prête des livres aux armes impériales ou royales, aux Compiègnois qui peuvent emprunter. Donc c'est ouvert quasiment tous les jours, et cela dure jusqu'au jour où un conservateur venu de Paris décide que ça n'est pas sérieux de prêter des livres avec des reliures précieuses au grand public, et il les fait venir à Paris. Il ferme la bibliothèque du château de Compiègne et les livres sont dispersés entre la bibliothèque Mazarine, la bibliothèque nationale, et il disait faire ça pour les sauver, les préserver. Évidemment, tout le monde les a oubliés, normal. Quoi qu'il en soit, il y a une dernière bibliothèque qui continue à fonctionner, qui est la bibliothèque du château de Fontainebleau, qui continue à prêter des livres et à fonctionner comme une bibliothèque municipale, et elle fonctionne jusqu'au 5 juillet 1924, qui est le jour où le dernier bibliothécaire part à la retraite. Et si un jour vous avez la chance d'aller à Fontainebleau et d'être bien avec un conservateur et de l'inviter à déjeuner, il vous emmènera jusqu'au bureau du bibliothécaire, qui est resté figé dans le temps depuis le départ à la retraite du dernier bibliothécaire en 1924. Donc bon, on a rajouté un extincteur, mais autrement, vous voyez, il y a encore le téléphone en bakélite, il y a encore les vieux règlements en carton, il y a encore sa corbeille à papier avec encore du papier dedans. Donc c'est vraiment très émouvant, c'est resté dans son jus, figé dans le temps, et l'on voit que la bibliothèque a continué à prêter des livres jusqu'à cette époque. Et malgré tout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette très grande bibliothèque de Fontainebleau qui existe toujours. Donc la grande bibliothèque, la petite bibliothèque du rez-de-chaussée avec les livres de Napoléon, et ce sont des bibliothèques qui n'ont pas bougé depuis le Premier Empire. D'accord, peut-être qu'on a un peu renouvelé les livres, on en a ajouté d'autres, mais c'est vraiment le noyau d'une bibliothèque napoléonienne, et on peut les voir dans le circuit de visite. Peut-être que les visiteurs ne font pas tous attention, les touristes ne s'intéressent pas forcément tous aux livres anciens, mais c'est un magnifique témoignage qui montre comment Antoine-Alexandre Barbier, donc le bibliothécaire de l'empereur, et Napoléon ont réussi en quelques années à peine à mettre en place un réseau de bibliothèques qui est quand même qui a atteint le rang de deuxième bibliothèque de France pendant un certain temps, une bibliothèque qui a été utilisée par les souverains français comme bibliothèque de travail et comme bibliothèque de délassement, et cela durant tout le 19e siècle, et cela est à mon avis un beau témoignage de cette passion de Napoléon pour les livres et pour la littérature. En tout cas, je vous remercie.